Bon, Monsieur le Président, mes chers collègues, alors, le document transmis à l'appui de ce débat comporte deux parties, hein, l'une sur les priorités de l'exécutif, l'autre sur les données budgétaires. Je passerai rapidement sur les aspects budgétaires, nous y reviendrons plus en détail lors du débat sur le budget primitif 2020 et du compte administratif 2019. Je noterai simplement 3 points. Le premier, sur lequel nous partageons d'ailleurs la position que vous exposez, concerne les difficultés liées aux engagements non tenus de l'État, notamment par exemple sur le contrat de plan, voire à son désengagement, et parallèlement à la loi sur la réforme de l'apprentissage qui rend toute prévision quelque peu difficile. Je crois d'ailleurs qu'un jour, il faudra peut-être remettre les choses à plat. On ne peut pas maintenir un système qui retire à l'exécutif régional quasiment toute influence sur ses recettes. C'est quand même un souci en termes de philosophie de décentralisation. Deuxième point sur le bilan 2019. Alors, les dépenses de fonctionnement augmentent encore, certes faiblement. Nous verrons lors du compte administratif si cette relative faiblesse ne provient pas d'un taux d'exécution, comme on l'a vu en 2018, assez faible. Par ailleurs, nous déplorons encore une fois l'évolution des dépenses de personnel, avec une augmentation du nombre de postes et une évolution cumulée assez significative de la masse salariale ces dernières années. Vous dites à un moment que vous visez en gros un atterrissage à 287 millions d'euros. Globalement, c'est quand même plus de 30 millions de ce qu'il y avait à votre arrivée. Et certes, il y a eu des transferts, mais c'est loin d'en représenter la totalité. Et nous sommes loin finalement des économies qui étaient annoncées lors de la campagne. Alors oui, il fallait revoir et améliorer le régime indemnitaire, c'est certain, pour un certain nombre d'agents. Il y a un problème d'absentisme et de reclassement qui est clair, mais parallèlement, il y a des augmentations d'effectifs qui nous gênent. Troisième point, la dette. Alors vous prévoyez une légère augmentation en 2020, mais me direz-vous, la dette a baissé pour la première fois en 2019, vous l'avez dit, dont acte, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ce qu'il faut quand même dire, pour être totalement honnête, c'est que c'est surtout dû à des recettes exceptionnelles de l'ordre de 100 millions d'euros, faute de quoi la dette aurait continué à augmenter cette année. Alors, on dira, ce ne fut pas Waterloo, mais ce n'est pas Arcole. Dirons-nous à ce niveau-là. Alors, pour en revenir maintenant à l'objet du débat, qui sont les orientations politiques. Que constate-t-on dans ce document? Le début nous décrit les priorités pour 2020. C'est le nom de la première partie. Et on retrouve pas moins de 23 paragraphes autour des 8 thématiques qui recouvrent l'ensemble des compétences de la région, voire un petit peu au-delà. Le problème, c'est quand tout devient prioritaire, on a l'impression que plus rien n'est prioritaire. Alors, on a bien compris qu'il y a quand même un mantra qui est la COP d'avance, mais quelle est finalement la part globale des dépenses consacrées à l'environnement? Quelle est la part des dépenses nouvelles et de celles qui ont été un peu recyclées, si vous me permettez ce terme? On ne le sait pas. Autre point, on avait déjà parlé l'an dernier, un problème d'évaluation des politiques. Quel est le véritable impact des politiques? Quel est le véritable impact des OIR? Quel est le véritable impact des actions pour les entreprises? Quelle est la véritable évolution du nombre d'apprentis, sachant qu'on est quand même très loin des annonces initiales? Donc un problème, d'ailleurs le Césaire souligne, un manque de clarté et de lisibilité. Nous avons en fait un ensemble d'objectifs, je dirais, généraux et généreux. C'est difficile d'être contre quand on les lit, globalement. Mais on a un peu l'impression qu'on se retrouve, non pas face à un document de travail, mais un peu à une plaquette de communication pour dire « regardez, comme ce qu'on fait, tout est beau ». Et parfois des annonces à répétition, un peu de recyclage. L'année dernière, votre vice-président de l'époque, chargé du budget, je cite, vous pourrez le vérifier dans les comptes rendus, disait « En 2019, 30% de nos lycées sont équipés en panneaux photovoltaïques et le zéro plastique sera appliqué à la région. » Et cette année, rebelote, on redécouvre les 30% des lycées en panneaux photovoltaïques, mais cette fois-ci pour 2022, et on nous annonce qu'on va mettre en marche la démarche zéro plastique. Alors il y a un peu des recyclages d'annonces. Ou alors des annonces pas forcément suivies d'effets. Vous nous indiquez que l'offre de transport scolaire sera maintenue sans réduction de service, alors quand même qu'on a pu voir que la reprise des transports scolaires par la région a pu conduire, dans un certain nombre de cas, dans quelques zones isolées, à réduire parfois la desserte et les facilités pour les enfants qui y habitent. Aussi, et c'est également souligné, c'est très bien de s'occuper des salles d'attente des hôpitaux et c'est sans doute utile, personne ne pourra dire que c'est inutile, mais ne vaut-il pas mieux combler en priorité le déficit de lycées dans certains secteurs de notre région ou encore renforcer leur accessibilité ou leur entretien, ce qui est quand même le cœur des compétences régionales. Alors, s'il fallait retenir 2 priorités, nous insisterions sur 2 axes majeurs. D'une part, une réelle augmentation des crédits destinés aux entreprises, avec une véritable évaluation. Notre région, malheureusement, demeure dans le trio de tête, ou de queue, ça dépend comment on se place, en matière de chômage en France.
Il y a des initiatives qui étaient bonnes. Les prêts pour les TTPE, nous l'avons voté l'année dernière, 1 million, c'était sans doute peu et insuffisant. Les outils du FIER, les OIR, très bien. Quel impact, nous l'avons déjà dit, et quel réel renforcement par rapport à l'action de votre prédécesseur, enfin, par rapport à la majorité précédente, lorsque les concours du FIER plafonnent en gros à 50 millions d'euros, ce qui nous paraît, vous le savez, on en a déjà parlé, trop peu. Le deuxième axe transversal par essence, c'est l'aménagement du territoire. Vous augmenterez les crédits du FRAT, très bien, on avait suggéré dès l'origine, c'est un vrai outil d'équilibre territorial, souvent d'ailleurs davantage que les crêtes, qui favorisent souvent les métropoles, les grands EPCI. La part demeure quand même cependant un peu trop faible à nos yeux, car, et le SRADET l'a démontré, vous avez une vision très métropolitaine du développement régional. Considérez que ce sont les métropoles qui vont tirer la croissance de la région. Nous pensons quelque part que la région doit être le fer de lance de la démétropolisation peut-être. Tout simplement parce que, quand vous regardez, l'essentiel de nos habitants vit dans des zones rurales périurbaines. Et une large majorité, quand vous faites des études un petit peu sociologiques, une large majorité des habitants aujourd'hui souhaitent vivre plutôt dans des petites villes et non pas dans les métropoles. Deuxièmement, plus de 3/4 des PME, plus de 3/4 des ETI sont également hors des métropoles. Ensuite, permettre aux jeunes de vivre et travailler au pays, si on peut dire ainsi, suppose qu'on en essaime les instituts de formation hors des métropoles également. Et à notre sens, seul cet essaimage permettra d'accroître l'implantation d'entreprises et de pôles de recherche, notamment dans différents domaines, la silver economy, la croissance verte, la croissance bleue, ce qui d'ailleurs est pleinement avec les objectifs affichés en matière d'environnement. Ceci de pair avec une politique des transports qui ne sacrifie pas les zones reculées et une politique d'implantation et d'entretien de nos lycées. Alors pour conclure, oui, notre institution peut contribuer à la croissance économique de notre région et donc à celle de l'emploi. Oui, elle peut contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants, et ça je pense que tout le monde dans cette Assemblée y est attaché, mais nous considérons qu'elle le fera utilement en considérant que notre ruralité, nos villes, petites et moyennes, nos villages, ne sont pas des zones secondaires auxquelles on accorde quelques subsides un peu résiduels, mais au contraire en s'appuyant sur leur dynamisme pour créer peut-être un nouveau modèle économique régional qui sera respectueux de notre environnement et de l'ensemble des habitants de notre territoire. Voilà les remarques qu'on fera sur ce rapport. Nous en prendrons acte, bien évidemment, puisque ce qui nous est demandé, mais voilà ce qui nous semblait devoir retenir un petit peu tout ça en termes de débat et en termes de priorité d'action. Je vous remercie.